Bien, pour terminer, on va enfin parler d'un dernier type d'objet, ce sont les listes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une liste? Ça se présente, c'est une liste, hein, donc c'est un ensemble d'éléments. Ça se présente sous la forme de crochets et voilà, j'ai créé une première liste. La liste avec les nombres entiers 1, 2 et 3. Je peux créer une liste avec des chaînes de caractères si je le souhaite. Voilà par exemple, ça marche aussi. Je peux en mettre autant que je veux. La taille n'a aucune importance ici. Ce qui va être intéressant, c'est des listes mixtes. Évidemment, on va pouvoir mixer, c'est-à-dire 1, 2, 3, A, 3.14. C'est une liste. On peut le vérifier d'ailleurs en tapant type. C'est une liste. En fait, elle contient en premier un nombre entier, ensuite un autre nombre entier, un autre nombre entier, une chaîne de caractères et un nombre à virgule flottante. Si je n'avais que un nombre entier dedans, ça serait malgré tout une liste avec un nombre entier. Par contre, si j'enlève les crochets, ça ne devient qu'un entier seul. On peut même s'amuser à s'intéresser à une liste vide. C'est une liste malgré tout. Donc dès qu'il y a des crochets ouvrant fermant, c'est une liste. Peu importe ce qu'on y trouve dedans. Et donc on peut mixer. Alors deuxième chose qui va être intéressante avec les listes, on va le voir tout de suite, c'est voilà une première liste. Je peux intégrer dans une liste une autre liste. Mon premier élément de cette liste est un nombre entier, le deuxième aussi, le troisième aussi, et le quatrième élément c'est une liste. Et ce quatrième élément a un premier élément qui est une chaîne de caractères formée d'un seul caractère, puis un nombre entier. Donc on peut avoir des listes dans les listes dans les listes, comme on a vu par exemple les fractions dans les fractions, ou les racines dans les racines, ces choses-là. Voilà pour les listes. Alors à quoi elles servent? Elles servent éventuellement à faire on va s'en servir dans la programmation un peu évoluée qu'on va voir tout de suite après cette vidéo. C'est vraiment la dernière avant qu'on passe à un petit peu d'algorithmique et de programmation vraiment. Cet objet-là va nous permettre en fait d'avancer comme on ferait pour compter par exemple. Ça va nous servir de compteur, ça va nous servir aussi pour stocker des résultats éventuellement, des choses comme ça. Petite opération sur les listes qu'on peut faire. Avant ça, on va peut-être regarder ce qu'on appelle l'affectation, parce que les listes, vous voyez que ça peut avoir ça peut être long. Et au bout d'un moment, c'est très pénible de tout réécrire. Ici, toute cette liste là qui contient 9 éléments, elle est un peu longue. Si j'en ai besoin, je dois tout réécrire, c'est pénible. Ce qu'on peut faire, c'est affecter ça. Et une affectation s'écrit avec le symbole égal. Qu'est-ce qu'on écrit ici? On écrit A égale liste. En gros, on explique que A est une variable. On va la créer à cette occasion. On dit qu'on va l'instancier. On va la créer. On va lui dire tu es de type liste, puisque tu es égal à une liste. Et voici le contenu de cette liste. En faisant ça, il ne se passe rien à l'écran. En fait, on n'a rien demandé de particulier comme opération. Il n'y a pas d'opération vraiment. On a affecté à A le contenu de la liste. Ce qui fait que quand j'écris A, j'ai ma liste. Donc, à partir de là, je peux faire print A, mais écrire print A ou A, ça revient au même pour l'instant. On peut faire la version évoluée qu'on a vue tout à l'heure. La liste A contient... Et après la virgule, on va mettre A. La liste A contient... Donc vous vous rappelez cet espace qui nous embête là, je l'ai anticipé, j'aurais pas dû. Tac. Il est automatiquement intégré, donc on verra d'ailleurs que des fois c'est un peu pénible, on apprendra à le gérer un peu mieux. La liste A contient, bon voilà, ok. On va faire une nouvelle affectation. A égale 2, je reprends. La liste A contient 2. Ah, c'est plus tout à fait vrai. A n'est plus une liste. A maintenant est un nombre entier. Donc la même lettre, on lui a attribué un autre rôle. Elle a donc un autre type maintenant.
Alors c'est une particularité de Python, tous les langages ne fonctionnent pas comme celui-ci, mais on peut changer comme ça le type d'une variable. Elle n'est pas bloquée à être une liste indéfiniment. En C, je crois qu'il y aurait un message d'erreur, par exemple ici, puisqu'on a changé le type de la variable. Ça n'aurait pas de sens. Python, c'est pas gênant. Ce petit son là, c'est quand j'appuie sur la flèche du bas, j'ai oublié de l'enlever. Ok, donc maintenant que j'ai A, qu'est-ce que je peux faire? Je vais revenir à ma version de A de tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai réaffecté l'ancienne valeur. Je repars sur du propre. Voilà mon A. Si je fais A plus 1, erreur, je n'ai pas le droit. Ah, bon, alors A fois 2. A fois 2, ça marche un peu comme les chaînes de caractères. Si vous suivez bien, en fait, on a concaténé les deux listes. En fait, on a mis bout à bout A avec lui-même. Petite particularité, donc on s'attendrait à multiplier tout ce qui est dedans par 2, mais non, ça fonctionne pas aussi bien. C'est tout à fait possible, mais c'est une autre opération. C'est pas exactement la multiplication classique. Donc la multiplication classique, elle sert juste à concaténer ici quand c'est pas le type nombre. Voilà. Alors, d'ailleurs, ceci n'a pas le même sens évidemment. Mais c'est un peu le même principe. Je mets bout à bout le contenu de A. Ici, je mets côte à côte la chaîne de caractères. Ok, donc les opérations ne marchent pas aussi bien et on verra ça pour plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle une liste en compréhension. Non, pas en compréhension, c'est une liste exhaustive. Voilà. J'ai écrit de manière exhaustive tout ce qu'il y avait dans A. Et en seconde, au début de l'année, je vous ai parlé des ensembles et je vous ai parlé aussi des listes en compréhension. Alors, on va pouvoir s'en servir avec Python. Les listes en compréhension, comment ça marche? Ça va être l'occasion d'écrire un premier élément de programmation, la boucle for, ou pour en français. Alors, i, for i, in range. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont se passer de nouvelles à partir de là. Il y a plein de choses que je vais devoir vous expliquer, mais c'est une écriture dont on va beaucoup se servir pour la suite. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, j'ai écrit en fait une liste entre crochets. Ça, c'est, j'espère, relativement clair. Dès qu'il y a des crochets, c'est une liste. Par contre, qu'est-ce que j'ai mis dedans? En fait, j'ai commencé à faire un petit bout de programme. C'est la liste de tous les i pour i. In range, ça veut dire dans, et range, en fait, c'est l'intervalle de 0 à 4. En fait, on va dire ça comme ça pour l'instant. C'est un peu compliqué. Disons que range 5, ça va chercher tous les entiers de 0 à 4. 0 inclus et 5 exclus. Alors c'est un peu pénible, vous verrez, c'est une particularité de Python, cette façon de compter. Voilà la signification. Donc i pour i de 0 à 4. Et donc concrètement ça me met tous les entiers. Pardon, je montre avec la main, mais c'est avec la souris qu'il faut que je montre. Ça met tous les entiers de 0 à 4. Alors, il n'y aura rien d'extraordinaire du coup, j'aurais pu l'écrire à la main. Là où ça devient plus intéressant, déjà, c'est si je mets 50. Là, j'ai tous les entiers de 0 jusqu'à 50 exclus, donc 0 à 49. Par contre, c'est à la ligne. Vous voyez, quand c'est trop grand pour être affiché, ça va à la ligne. Peut-être qu'on pourrait regarder enfin l'intérêt du print pour une fois. Le voilà. Pour une liste, quand elle est très longue, automatiquement elle se met à la ligne. En fait, c'est un paramètre par défaut qu'on pourra changer. Si je fais print, par contre, elle a un comportement différent. L'affichage se fait sur une seule ligne et puis je vais à la ligne uniquement au bout. Donc là, on rencontre enfin un intérêt particulier à la fonction print. Bon, mais ma suite n'a pas un grand intérêt de 0 à 49, donc de 0 à 50 exclus. Allons voir quand même 2-3 petites choses. Alors, ici, tout à l'heure, quand j'ai écrit, je n'ai mis qu'un nombre, je peux décider de ne pas commencer à 0, je peux commencer à 40 si j'ai envie. Ça voudrait dire de 40 à 50, 40 inclus, 50 exclus. Ok, et puis j'avance de 1 en 1. Bon, dernière chose avec range,
C'est une fonction particulière. On peut se balader de 2 en 2 si on a envie. Et là, on l'écrit comme ça. Pour i de 40 à 50 en avançant de 2 en 2. Donc on a bien 40, 42, 44, 46, 48 et 50 est exclu. Alors là, ça devient plus intéressant. On va pouvoir affiner un peu, créer des suites de nombres un peu plus personnalisées. Pas bêtement commençant par 0. Donc on a sous les yeux les trois façons d'utiliser range. La première, c'est avec juste la valeur de fin. Donc par défaut, je commence à 0 et par défaut, j'avance de 1 en 1. Ce qui reviendrait à écrire de 0 à 50 exclu jusqu'à 1. Et donc quand on ne met pas ces arguments, ils sont par défaut égaux à 0 pour la première valeur et 1 pour le pas. Je peux changer le pas. Dans ce cas-là, je vais aller de 1 en 1, de 5 à 50 exclu. Et donc, je peux changer... Alors, si je mets 50, et ici, ça va pas faire 0 à 50 de 2 en 2. Ça va aller de 50 à 2. Et malheureusement, de 50 à 2, de 1 en 1, il n'y a rien. Puisque du coup, le 50 est exclu. Enfin, c'est un peu particulier, mon exemple, mais vous ne pouvez pas imaginer qu'ici, c'est considéré comme un 0. Il faut vraiment le mettre. Et là, j'ai bien de 0 à 50 avec 50 exclus. Et de 2 en 2. Voilà, ça c'est range. Ok, alors je remets un peu maintenant cette version-là. Ce qu'on peut faire ici, donc, c'est en compréhension, lui dire, je sais pas, les multiples de 5 par exemple. Les 50 premiers multiples de 5. On a en fait l'affichage, donc en ligne grâce à print, de la liste. Cette liste est fabriquée à partir des 5 fois i, donc les 5 fois quelque chose, ce sont des multiples de 5. Pour i allant de 0 inclus, donc 0 fois 5 ça fait 0, 0 fois 1 ça fait 5 fois 1 ça fait 5, etc. Jusqu'à 50 exclus, donc 49 fois 5, 245. Et on va de 1 en 1 par défaut. Donc je viens de fabriquer la liste des multiples de 5. Et vous avez vu que range 50 pose des soucis puisqu'on commence à 0 et qu'on finit à 49. Il y a quand même un avantage, c'est qu'ici il y a 50 éléments. Si je touche à rien, par défaut la valeur qui est ici va donner un nombre exact d'éléments. Donc c'est bon, c'est peut-être pas un gros avantage, mais ça sera relativement utile. Voilà, donc j'ai la liste des multiples de 5, des 50 premiers multiples de 5. Ce qu'on pourrait faire encore, c'est toujours en compréhension. Les carrés, c'est l'occasion d'en parler. Les carrés, on peut les écrire i fois i. Bien sûr. On a les 50 premiers carrés d'entier. Le carré de 0, le carré de 1, le carré de 2 évidemment. Jusqu'au carré de 49, que tout le monde connaît bien sûr. Par contre, il existe une autre façon d'écrire i fois i, c'est-à-dire i au carré, on peut l'écrire fois puissance 2. Ce qui va donner strictement la même chose, mais donc la notion de puissance, elle s'écrit comme ça. Par exemple 10 puissance 2. Ça évite d'écrire 10 fois 10, même si c'est pas très long. D'écrire 10 fois 10, c'est même aussi long en fait. Il y a 5 caractères dans les deux cas. Mais voilà, c'est l'expression consacrée, surtout qu'elle devient intéressante avec 10 puissance 10, évidemment. Ce qui évite d'écrire ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il n'y a pas photo, hein, l'écriture 10 puissance 10 du dessus, qui donnera le même résultat que celle-ci, est quand même plus intéressante. Voilà, donc, nouvelle opération, fois, qui veut dire puissance. Voilà, donc on a vu les listes, et on a vu comment créer des listes de manière exhaustive et en compréhension grâce à range. Petite chose qu'on va rajouter, et on aura beaucoup de matière ensuite donc à programmer dès la vidéo suivante, c'est append. J'ai déjà oublié si je l'ai fait. Juste avant, je vérifie. Parce qu'en fait je suis en train de tourner la deuxième version de la vidéo puisque j'ai un peu bugué à la fin de la première et j'ai pas d'outil pour couper la vidéo, donc j'ai refait. Donc on va parler de append. Allez, on part sur du propre.
Alors j'ai pas envie de faire une liste à la main, du coup je vais faire une liste en compréhension et je vais l'attribuer à, je vais l'appeler liste, liste 5 pour les multiples de 5. Allez, on y va pour 5 fois i. Pour i, dans l'intervalle, en quelque sorte, disons, allez, je vais prendre les 10 premiers, ça me suffit. On fait un petit print pour s'assurer que tout est correct, oui. Donc j'ai bien les 10 premiers multiples de 5. Et j'aimerais rajouter quelque chose à la fin, par exemple, j'aimerais rajouter un mot. Alors bah, tout simplement, on va faire liste 5, point append, et vous voyez d'ailleurs que append apparaît ici. Il est proposé par l'éditeur. Alors c'est un des grands avantages des éditeurs, que ce soit en Python ou autre, hein, c'est ce qu'on appelle l'autocomplétion. C'est-à-dire, vous avez peut-être vu ça avec le tableur. Je m'en sers pas mal en classe, et les fonctions, quand elles sont écrites lettre à lettre, l'éditeur ici propose de compléter automatiquement. Par exemple, qui commence par L, il n'y en a aucune. Qui commence par P, il y en a une, c'est pop. D'ailleurs, il devrait y avoir print. Ah oui, mais pas avec point. C, il y en a plusieurs. Mais avec A, il n'y en a qu'une. Ce qui fait que quand j'ai un peu l'habitude, je fais point A et entrée. Et hop, ça me complète automatiquement le mot. Donc quand vous allez vous mettre à programmer un peu, ou en tout cas les professionnels qui ont l'habitude de programmer beaucoup dans l'éditeur ici, c'est ce qu'on fera dans la vidéo tout de suite après, eh bien aiment énormément l'autocomplétion et donc sont très attachés à leur éditeur. Donc pour moi ça serait Sublime Text qui ferait ce travail là, parce qu'il est quand même très très bien pour ça, et puis surtout il est programmable. Oui, je sais, on peut programmer un logiciel qui fait de la programmation. Mais et du Python le fait très bien aussi. Voilà. Donc list.append, et je vais lui dire ce que je veux rajouter. Ben, je vais rajouter un mot. Bon, il ne se passe rien à l'écran évidemment. Si par contre je fais un print list, et vous voyez, liste 5 fait partie de l'autocomplétion maintenant. Il a écrit ma liste, et à la fin, il a rajouté un mot. Alors pourquoi append? En fait ça vient de l'anglais appendix. C'est pas un copain d'Astérix, je suis navré de cette blague idiote, mais donc c'est quand on se fait opérer de l'appendicite, je crois, en anglais tout simplement, hein, c'est appendix, c'est donc le bout de l'extrémité de. Ici donc c'est l'extrémité de la liste, ça veut dire en fait append, rajouter à la fin de la liste en appendice. Voilà. Un livre contient parfois un appendice, c'est à la fin du livre qu'on va y trouver des notes de lecture ou des choses comme ça. Voilà, donc on a les listes, on a vu qu'on pouvait mettre ce qu'on voulait dedans, des nombres, des chaînes de caractères, on peut mixer, on peut même mettre des listes dans les listes. Et je vous ai montré la fonction range et la structure en compréhension qui permet de créer des listes avec des formules, et range qui permet de dire comment on va balayer. Range qui a 3 arguments, dont 2 optionnels. Voilà. Alors généralement la version de base est très utile, mais on peut affiner en lui disant qu'on ne veut pas commencer comme ici par défaut à 0, mais à une valeur ultérieure ou antérieure, et on peut lui proposer un pas. Si ce que j'ai pas dit peut-être, c'est que le pas il peut être négatif, on peut descendre. On peut aller de 20 à 10 par pas de -1. Et on peut faire un print list. C'est tout à fait possible, on est en train d'avancer, enfin de reculer dans la liste, tout à fait possible. Voilà, par contre, il n'est pas question de mettre autre chose que des entiers, qui soient relatifs ou pas. On aura un message d'erreur normalement. Il faut absolument pas que ce soit un flottant. Float object cannot be interpreted as an integer, c'est-à-dire qu'il veut un entier, et on lui fournit un, même s'il écrit 20.0, on lui fournit un flottant. Et pareil pour le pas, hein, évidemment, on peut, je crois. Hein. On ne peut pas avancer de -1,5 en -1,5. On pourra jouer là-dessus dans la compréhension. I sur 10. Si je veux avancer de -1 en -1.
Donc c'est pas aussi pratique qu'on pourrait l'imaginer au départ, mais on peut avancer de dixième en dixième. Mais donc dans la compréhension de la liste, il faut l'anticiper. Voilà, on va dire ça pour l'instant. Et voilà pour celle-ci.